Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense. Est-ce qu'on peut vraiment, concrètement, construire une paix mondiale durable? Oublions un peu les grands discours, on va plutôt explorer un véritable plan d'action. Un plan basé sur des recherches assez surprenantes. Alors pour commencer, je vous lance cette idée un peu comme une bouteille à la mer. Et si en fait la clé de tout ça ne se cachait pas dans les grandes assemblées politiques, mais dans un endroit beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus fondamental? C'est le point de départ un peu déroutant de notre analyse. Bon, pour commencer à y voir plus clair, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on entend par paix. Parce qu'en réalité, la paix, c'est bien plus que le simple silence des armes. Pour que ça tienne, pour que ce soit durable, il faut aller creuser beaucoup plus loin. Il faut s'attaquer à ce que des chercheurs comme Johan Galtung appellent la violence directe. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et justement, sous la surface, il y a ce concept clé, la violence structurelle. C'est une violence, disons, invisible, qui est intégrée dans le système lui-même. Ça peut être des lois qui discriminent, ou un système économique qui piège des gens dans la pauvreté. C'est cette forme d'oppression silencieuse qui empêche les gens de vivre dignement et qui, au fond, est un obstacle majeur à une paix véritable. Donc, l'objectif final, ce n'est pas juste l'absence de guerre, c'est ce que Galtung appelle la paix positive. C'est un état où non seulement la violence directe a disparu, mais où la violence structurelle, elle aussi, n'existe plus. C'est l'idée d'une société où la justice et l'égalité sont si présentes qu'elles permettent à tout le monde de s'épanouir. C'est un projet de société énorme, on est d'accord? Alors, par où on commence? Quelle est la toute première brique à poser? Eh bien, la réponse qui vient de la recherche en psychologie de la paix est aussi simple qu'inattendue. Tout partirait d'une seule et même émotion. Et cette émotion, c'est l'empathie. Ce qui est dingue, c'est que la recherche place cette compétence qui est purement psychologique au cœur même de la géopolitique. L'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir sa souffrance, eh bien ce serait ça la véritable pierre angulaire de la paix. Le problème, c'est que cette capacité est très fragile. Les études montrent une sorte de cycle tragique. Quand un enfant subit de la violence ou de la négligence, son développement de l'empathie peut être gravement perturbé, voire anéanti. Et plus tard, à l'âge adulte, ça peut se traduire par une acceptation beaucoup plus grande de la violence, que ce soit dans la vie de tous les jours ou, et c'est là que ça devient vraiment inquiétant, au niveau des décisions politiques. Ce qui nous amène à la toute première brique de notre édifice, l'éducation des enfants. C'est là que tout se joue. D'un côté, on a l'éducation non violente, qui cultive l'empathie, la confiance. Et de l'autre, une éducation qui a recours à la violence, qui banalise l'agressivité et qui en fait pose les fondations de sociétés potentiellement moins pacifiques. Et là, regardez bien ce graphique. C'est assez bluffant. Les données sont sans appel. Il y a une corrélation directe, vraiment très forte, entre les nations les plus pacifiques au monde et celles qui ont des lois qui interdisent les châtiments corporels depuis longtemps. Protéger légalement ses enfants, c'est donc littéralement construire la paix. On continue notre construction. Après la protection des enfants, la deuxième brique, tout aussi essentielle, c'est l'égalité des genres. En fait, la façon dont une société traite les femmes, donc la moitié de sa population, c'est un autre indicateur extrêmement puissant de sa capacité globale à l'empathie. Et ça, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est inscrit noir sur blanc au plus haut niveau international. La fameuse résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, elle le dit très clairement. Sans la participation active des femmes à tous les niveaux, de la prévention des conflits jusqu'à la reconstruction, eh bien aucune paix durable n'est possible. Donc on voit bien que tout commence dans l'intime, comment on élève les enfants, comment on traite les femmes. Mais pour que ça devienne une norme pour toute la société, il faut que ça sorte du foyer, il faut passer à l'échelle de l'État. Et ça passe par la construction d'un cadre juridique vraiment solide. C'est ce que l'auteur de la recherche appelle le lien législation-paix. L'idée, c'est que les lois ne sont pas juste des règles qu'on applique. Elles envoient un message très fort sur ce qu'une société juge acceptable ou non. En interdisant clairement la violence sous toutes ses formes, un État ne fait pas que punir, il éduque, il façonne la morale collective. Pour mesurer ça, la recherche a mis au point un indice de la culture de la violence. En gros, on regarde si un pays a des lois qui protègent les différents groupes de la population, les enfants, les femmes, les minorités sexuelles, et même les citoyens face à la violence de l'État, comme la peine de mort. Moins il y a de protection, plus le score de cet indice grimpe. Et là, attention, voici la conclusion la plus percutante de toute cette analyse. Les pays qui ont les scores les plus élevés à cet indice, donc ceux qui protègent le moins leurs propres citoyens, sont, de manière quasi systématique, ceux qui déclenchent des guerres à l'extérieur. La violence qu'une nation tolère en son sein, c'est la violence qu'elle finira par exporter. Le lien est direct. Ok, on a nos briques, l'empathie, l'éducation non violente, l'égalité des genres, le cadre juridique. Mais maintenant, comment on assemble tout ça? C'est quoi le grand plan d'architecte qui permet de construire quelque chose de cohérent à grande échelle? Eh bien, la stratégie globale, ça s'appelle l'intégration de la paix, ou peace mainstreaming en anglais.
L'idée est à la fois simple et radicale. Il s'agit de faire de la paix et de la non-violence un critère de décision numéro 1, absolument partout, dans tous les secteurs de la société. Alors, concrètement, ça repose sur plusieurs piliers. D'abord, une interdiction légale totale de la violence. Ensuite, enseigner systématiquement la gestion non violente des conflits à l'école. Promouvoir activement l'égalité, mais aussi des modèles de masculinité qui valorisent l'empathie plutôt que l'agression. Responsabiliser les médias pour qu'ils ne parlent pas que des guerres, mais aussi des solutions de paix. Et enfin, tout simplement respecter les engagements déjà pris, comme les fameux objectifs de développement durable de l'ONU. Et comme on le voit bien ici, ce n'est pas juste une affaire de politiciens. C'est une approche globale qui doit s'infuser partout, dans la justice, dans l'éducation, dans la culture et les médias, et bien sûr jusque dans la sphère privée, dans la famille. Chaque secteur a son rôle à jouer. Ce qui nous amène à la question finale, et peut-être la plus importante. La plupart des gouvernements du monde se sont déjà engagés, sur le papier, à protéger les enfants et à promouvoir l'égalité via les objectifs de l'ONU. Le plan existe, les promesses ont été faites. Alors pourquoi cet écart immense persiste entre les signatures sur les traités et la réalité d'un monde qui est loin d'être en paix? C'est sur cette question essentielle qu'on va se quitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis.